bienvenue au 47e épisode de Top Speed. Moi c'est Émile et voici ma co-animatrice Virginie. Bonjour tout le monde, je vous invite à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, puis Twitter, puis d'aller écouter nos précédents épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, puis YouTube. Donc cette semaine, on recevait Philippe Audrey Larue Saint-Jacques, qui est humoriste et comédien, et aussi un podcast qui s'appelle Deux Princes. Donc Philippe Audrey, qui est un grand fan de Formule 1, qui est venu nous parler un peu de sa passion. On a eu bien du plaisir avec lui, on a ri beaucoup. Donc on vous souhaite un très bel épisode. Allez aussi écouter nos précédents épisodes sur toutes les plateformes. Merci, puis bonne écoute. Record. Oh, recording in progress. Parfait. Fait que là, je vais pouvoir faire ma clap de montage. Donc, bonjour tout le monde. Très heureux d'accueillir Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. Merci, Philippe, de nous rejoindre aujourd'hui de ta voiture. Ouais. En plein centre-ville. Il y a un contexte, là, mais... Vas-y, raconte-nous ça, t'étais où? J'étais... Non, mais là, oui, on est peut-être dans un monde futur, mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'était le match France-Maroc. Et... Oh non, qu'est-ce qui se passe? OK. C'était le match France-Maroc. J'étais dans une chicha, puis ça a donné ce que c'est en train de donner en ce moment, que je suis dans un char pour être à l'heure. Mais en même temps, on parlait fort, fait que c'est thématique, puis c'est surtout beaucoup mieux insonorisé que partout où je serais en ce moment, fait que c'est ça. Mais chez nous, c'est pas insonorisé. Les apparts à Montréal, je sais pas, les murs, ils ont été faits en pâte philo, mouillés peut-être, mais bref, ça a l'insonorisation d'une feuille d'arbre à l'automne. Fait que comme en ce moment, c'est ça la réalité de ma vie. Je suis mieux dans un char. C'est parfait. C'est-tu une italienne? Ben, c'est quoi que tu grandis? C'est-tu nous bon, le dire? ben là, non, ouais, une italienne, anglaise aussi, de grand luxe. Non, en vrai de vrai, c'est le char le plus plate au monde. C'est une Subaru Crosstrek, néanmoins manuel. Tu sais, je veux juste le dire. Ah. Je suis un vrai, mais c'est un char que je recommande à personne pour avoir des sensations. C'est vraiment, si, mettons, l'épidural, j'ai pas accouché d'enfant, mais ce qu'on m'a dit que ça enlève comme sensation l'épidural, je te dirais qu'un Subaru Crosstrek, je pense que ça peut compétitionner. Il y a plein de... Là, je sais qu'il y a sûrement plein de filles qui ont eu une épidurale, qui ont reçu une épidurale, qui me détestent. Je suis désolé, mais c'est pour dire l'ennui viscéral que j'ai dans mon char. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui nous écoutent, mais okay. Ça va être... Mais en vrai, s'il y a quelqu'un d'abord qui est capable de m'avoir un deal sur une E55 Station ou une E63S, appelez-moi, j'arrive en courant. Puis je lance la Crosstrek au bout de mes bras, là, sans problème. C'est comme un semi-char de camping, là, de toute façon. Je te dirais que c'est un semi-point. On arrête ça, là. C'est pas un VUS, c'est pas une berline, c'est pas un station, non. C'est pas... Au moins, c'est manuel. Au moins, tu sais, il y a le bras de vitesse. Ça, c'était ça le plus important pour moi. Mais après ça, ouais, n'importe quoi, je pense, serait mieux. Ben, pas n'importe quoi, mais beaucoup de choses seraient mieux, on va dire. Beaucoup de choses seraient mieux. Phil, on veut te parler ton premier souvenir, parce que, tu sais, toi, tu tripes sur la F1. On a regardé ton podcast de Deux Princes, tu parles de la F1, qui est très bon d'ailleurs, que vous fallait écouter. Merci. Donc, ton premier contact avec la F1, sans être le meilleur souvenir, sans être le pire, mais la première fois que tu as fait, hey, ça, c'est de la Formule 1, puis je pense que j'aime ça. Ça a été quoi ce moment-là? Ben, je pense que c'est quand j'ai visité le musée Gilles Villeneuve à Berthierville la première fois. Je devais avoir 6-7 ans à peu près. Tu sais, j'étais très jeune. Puis mes parents, ils ont un chalet pas loin de Berthierville. Puis quand il pleuvait, on allait dans les musées de la région. Puis à un moment donné, Dieu merci, il y a eu le musée Gilles Villeneuve. Puis ben, ce qui est important, c'est que ça, c'est comme mon premier contact avec la F1, dans le fond, que c'est quelque chose qui existe, mais c'était bien flou, F1, Atlantique, Indy, c'était des courses d'auto. Puis, il est arrivé le moment où il y a comme il y a eu cette rencontre-là, donc initiale, puis en même temps, au milieu des années 90, on l'oublie, mais Jacques Villeneuve, fils, c'était vraiment quelque chose. Tu sais, dans le sens où il était vraiment bon en Indy, il gagne les 500 000. Fait qu'il a commu cette espèce de le monsieur que j'ai vu au musée, dont j'ai vu le musée, il a un fils, il fait la même chose, il va-tu accéder à la F1? Tu sais, c'était pas clair. Mais là, j'ai compris à ce moment-là que non, il n'est pas en F1, mais il s'en va en F1 puis tout ça.
Fait que je te dirais qu'en 1995, c'est vraiment une année charnière pour non seulement ma découverte, mais mon intérêt pour la F1, puis plus particulièrement les Villeneuve. Mais ouais, mon premier vrai souvenir marquant, c'est quand j'ai vu. Ben, c'est pas une vraie F1, là, c'était pas une F1 en soi, mais la Formule Atlantique de Gilles Villeneuve au musée Gilles Villeneuve. Puis c'est vraiment ça qui a tout éveillé. Parce qu'après, j'en parlais à des gens qui vivaient proche du chalet de chez mes parents, puis il y avait plein de... Tu vois comment la vie est drôle. Mon meilleur ami, son oncle, ben, sa famille avait le garage à Saint-Gabriel. Fait que j'étais vraiment proche des gars de garage. J'étais vraiment proche de cet univers-là, comme naturellement. Puis là, quand je parlais de Gilles Villeneuve, puis tout ça, il y avait plein de messieurs dans le garage qui me racontaient des histoires de il courait vite dans les rues, il roulait à une roue, il roulait à deux roues, il prenait une coupe. Là. Fait qu'il y avait plein de légendes que j'apprenais au fur et à mesure. Fait que c'était vraiment comme. C'était vraiment vivant pour moi, le sport automobile. C'était quasiment plus vivant que le hockey, j'oserais dire. Oui, parce que tu étais proche de les connaissances. Exactement. Puis, il y avait de quoi aussi, puis tu sais, c'est niaiseux, mais mon père est français, mais il y avait de quoi d'européen dans la Formule 1, dans la course automobile qui me, je sais pas, qui me donnait un petit lien d'attachement avec la discipline en plus, peut-être, parce que la France est, je dirais pas que c'est les meilleurs concepteurs de tous les Français. Genre, je garderais ma Subaru peut-être avant d'avoir une Citroën. Mais n'empêche qu'il y avait un truc où je trouvais qu'il y a une vraie histoire de l'automobile en France puis tout ça. Fait que ça s'est comme tout conjugué en même temps, puis ça a juste marqué mon intérêt vraiment, j'oserais dire viscéral là, pour la course automobile, puis plus particulièrement la F1. Mais j'aime toutes les courses automobiles, en toute honnêteté. Sauf le NASCAR. Mais comme ça, c'est plate, là. On pourra en parler tantôt parce qu'on va faire un petit parallèle avec les États-Unis tantôt, là, mais le NASCAR, moi non plus, c'est pas quelque chose qui... J'ai essayé de l'écouter pour moi, là, puis je me suis dit comme force-toi, là, ça doit être pas pire, puis non, on dirait que je suis pas capable de m'attacher à ça autant que la F1, mettons. Non, c'est ça, puis il y a comme une affaire que peut-être que le fan de NASCAR nous contredirait, mais tu sais, en Formule 1, tu en as 22 pilotes. Puis généralement, ils restent là toute la saison. Puis généralement, ils sont là depuis quelques saisons. En tout cas, à part les recrues, évidemment. Mais en NASCAR, j'ai tout le temps l'impression qu'il y a comme 76 autos, sont toutes pareilles. Ils tournent en rond. Je suis comme, ben là, c'est le fun des dépassements, mais encore là, c'est des dépassements sur un rond. Je vois pas les prouesses comme les plongeons des fois qu'on voit en F1. Puis je vois pas non plus les gestions de course comme il y a en F1. C'est vraiment comme, c'est très opaque pour moi, fait que c'est pour ça que je suis pas capable d'embarquer là-dedans. Alors que la F1, la F2, la F3 même, là, je trouve que c'est ça l'essence de la course automobile. Puis la WF1 aussi, les Women Series, là, sont tellement agressives comme pilotes, c'est incroyable ça. Puis là, ça va évoluer là, cette année. Ça a comme un peu, c'est mort dans l'œuf à la fin de l'année. C'est quelque chose qu'il faut suivre de plus en plus parce qu'il y a vraiment, là, puis on le voit avec Virginie qui triple là-dessus, il y a plus de filles qui commencent à s'intéresser vraiment au sport. Puis ça va être ça dans les prochaines années. Puis la F1 Women's Series, là, les filles sont vraiment agressives. Ils ont des bonnes voitures qui ressemblent pas mal au F3. Mais c'est vraiment cool de voir ça. Puis il y a des bonnes pilotes, là. Ben oui, puis tu sais, je trouve ça. Je sais pas si vous avez vu ce que Squeezie, là, le YouTuber français, a fait. Il a comme fait je pense que c'est l'équivalent d'une. C'est peut-être pas la F3, c'est peut-être juste en dessous de la F3, mais il a comme organisé un Grand Prix avec des YouTubers qui partaient à peu près de rien. Puis tu sais, bon, le niveau en soi de pilotage, je peux pas dire que c'était exceptionnel. Néanmoins, le professionnalisme de la prod, puis comment la démarche a été prise au sérieux par tout le monde, puis comment finalement c'est devenu un vrai événement. Puis malheureusement, c'est ça, la qualité du pilotage n'était peut-être pas nécessairement au rendez-vous. Néanmoins, j'étais comme, waouh, c'est quand même le fun de voir que ça commence à percer l'hyper mainstream avec YouTube puis les YouTubers. Puis, tu sais, je trouve ça le fun, la prolifération des compétitions, puis de justement que il y a tu sais, mettons, il y a 20 ans, la F1, t'avais F1 NASCAR, mettons, quand tu étais fan de course au Québec. Là, je trouve que grâce au web, grâce à la prolifération des compétitions, grâce à des plateformes aussi, on a tellement accès
non seulement à des courses, mais à des analyses, à des blogs. C'est vraiment comme c'est le fun d'être un passionné de course automobile ces temps-ci, je trouve. Ouais. Ah, c'est ça, on a accès. Les réseaux sociaux ont vraiment changé la donne. Puis Ouais. la F1 les a laissés rentrer dans leur univers pas mal. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense que c'est beaucoup grâce à là, j'ai juste Capital One, mais ça, c'est la, la banque. Mais, tu sais, c'est grâce beaucoup, je pense, à le changement de culture avec le départ de Bernie Ecclestone qui a permis cette ouverture-là. Parce que Bernie, ben, il était vieux, là, on va dire ça de même, là, mais... Ben, c'est ça, il y avait une façon de penser qui était la sienne, puis qu'aujourd'hui, ben, c'est rendu différent, puis on a une nouvelle vision, là, puis on commence à ressentir aujourd'hui avec tout ce qu'on est en train de voir, là, une rééclosion du sport, surtout là, en Amérique. Ton meilleur souvenir en F1, mettons que ton premier, c'était ça, le musée, puis après ça, quand tu as dit ça, c'est le moment où tu as trippé le plus, parce que on est un peu les trois dans une génération différente. Ouais. C'est Virginie, on sait qu'elle est un peu way back nous autres. Moi, j'ai commencé à écouter la F1, là, c'était les grosses années à Schumacher. Moi, c'était après Villeneuve. Moi, j'ai 30 ans, là, fait que j'étais un petit peu plus jeune que toi. Moi, je me rappelle pas du championnat du monde de Villeneuve. Oh non! C'était tout de suite après ça. Là. Moi, j'étais comme commençais le primaire. Là. Je savais, tu sais, j'entendais tout le temps le nom, là, mais je me souviens pas d'avoir vécu les moments. Mais toi, ton meilleur moment d'F1, ça a été quoi? Ça a-tu rapport avec Avec Jacques? Jacques, oui. Oui, ça, c'est la... Tu sais, je me souviens, j'étais où quand j'ai écouté le Grand Prix de Jerez en 97. Là. C'est définitif. Ben, il y en a, mais mettons, ouais, non, il n'y a rien qui a topé le championnat de Jacques Villeneuve. Il y a rien, en fait, il y a même plus que ça. Il n'y a rien qui a topé la fin de course depuis, tu sais, je me souviens vraiment bien, je me souviens tellement du moment où Schumacher frappe Villeneuve pour, soi-disant, couper la courbe, mais tu fais, ben non, tu t'as fait le coup en 94, Mike, on est au courant de ta tactique. Puis après ça, il a fait le coup à Monaco. C'est ça que j'aime pas de Schumacher. En tout cas, on pourra en parler si vous voulez, mais j'ai vraiment... je trouve qu'il y a quelque chose de terne dans sa légende un peu, qui était justement ce côté-là que c'était tout le temps des twists, puis c'était tout le temps des manigances, puis avec Ferrari, à un moment donné, puis quand Ferrari est devenu hyper puissant, tu sais, Émile, dans les années où tu l'écoutais, c'était vraiment Ferrari décidait de la F1. Fait que c'était, tu sais, c'était vraiment frustrant pour beaucoup de gens qui n'étaient pas fans de Ferrari. Heureusement, il n'y en avait pas tant que ça, mais je veux dire, j'en faisais quand même partie. Mais mettons, quand cette espèce de séquence-là où Villeneuve plonge, Schumacher le frappe, va dans le bac à gravier, et là, en fait, ce que je savais pas, parce que c'était l'époque, toute l'histoire de la batterie qui tenait juste à un fil, puis tout ça, on le savait pas en direct. C'était juste qu'on voyait que Jacques, qui était très conservateur, mais moi, je pensais que c'était pour garder son titre. De fait, c'était ça, mais je savais pas toute l'histoire de l'auto-endommagé. Mais ce moment-là, c'est assurément le plus grand moment de course automobile que j'ai vécu dans ma vie. Puis ça, c'est vraiment strictement parce que je suis Canadien et Québécois, puis que Jacques, c'était comme la consécration de... En fait, c'était drôle parce que c'était un peu un double championnat pour beaucoup de gens, je pense. C'est-à-dire que, oui, Jacques gagnait, mais c'était un peu pour Gilles. Gilles était vraiment très présent dans cette espèce... Parce que Gilles, c'est comme le champion un peu qui n'est jamais devenu champion. Puis c'est un genre de Marcel Dionne un peu de la course automobile, là, comme le meilleur qui n'a pas la coupe. Mais il y avait ça avec Jacques, fait que c'était super émotif. Puis c'est difficile à croire aujourd'hui qu'il y avait le centre Molson rempli pour Jacques Villeneuve, mais pas parce qu'il y avait une partie de hockey, mais juste pour le saluer puis le féliciter. Puis il y avait des gens c'était vraiment une ferveur incroyable qui existait. Puis je sais pas, c'est quelque chose que, évidemment, non seulement ça s'est jamais reproduit, mais que j'ai jamais revécu. Mais sinon, mettons, d'un point de vue, on va dire, neutre, j'ai vraiment, vraiment... L'autre dernier grand moment, c'est la victoire de Gasly en Italie. Ça a été... puis la victoire de Vettel avec Toro Rosso, sa première victoire, ça, c'est des moments dont je me souviens vraiment avec... tu sais, je me souviens pas tant de la première victoire d'Hamilton. Je me souviens que sa pole, c'était à Montréal, puis mais c'était pas comme... C'était pas comme Vettel. Non, Vettel, avec Toro Rosso, là, tu sais, que tu fais... Puis Toro Rosso, à l'époque, là, parce que AlphaTauri, ben là, cette année, on l'oublie, mais tu sais, AlphaTauri, c'est quand même une équipe de milieu de plateau, normalement.
Mais à l'époque, Toro Rosso, c'était vraiment les premières années post-Minardi. Fait que c'était vraiment de la scrap, tu sais. Puis là, tu as ce gars-là qui. Il y a une sorte de hype autour du fait que c'est un prodige. Puis là, il le confirme. Ça, c'était fou. Puis la victoire de Gasly. Ben, tu sais, toute la saison COVID, on va l'appeler de même, c'était tellement dantesque. Là, c'était tellement spécial. Chaque course, il y avait un événement. Puis la victoire de Gasly, je trouve qu'elle a cristallisé ça. Puis c'était quand tu connais le contexte de Gasly, que part de Toro, ouais, va à Red Bull, retourne à Toro. Là, tu sais, tu fais pauvre gars, là, quand même. Comment ça s'était fait, puis tout, là, c'était exact, tu sais, c'était pas clair, c'était comme un peu, c'était décevant pour lui. Puis là, il réussit à accomplir ça, c'était fou, tu sais. Puis après, c'était une course un peu particulière, il y a eu plein d'incidents, mais reste que pour la symbolique, c'était vraiment émouvant. Puis en plus, Stroll qui avait fait cette fois-là une 3e place, il me semble. Ouais. Fait que c'est pas comparable à un championnat du monde, mais c'était une course hyper émouvante et émotive. Surtout les commentaires, Virginie me parlait souvent, c'est un de ses moments préférés, là, Virginie, quand le commentateur français. Ah oui, il capote. Je l'ai écouté en boucle. C'est la meilleure, comme expression, description que j'ai jamais entendue. Genre, tu le vois pas, tu fais juste l'entendre, mais tu sens tellement à quel point il vit cette victoire-là, l'animateur, là, c'est incroyable. J'en avais des frissons quand il criait pour son dernier tour. Là. J'étais comme crème. On parle ici de la meilleure victoire de l'histoire. Ben, c'est la meilleure victoire depuis des années. Mais c'est vrai que allez, Pierre, allez, vas-y, Pierre. Là, ah non, c'était fou. Mais tu sais, ça, c'est. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça. Ça fait partie de la magie de cette victoire-là. Je l'ai savé, cette vidéo-là. Je l'écoutais. C'est malade. Comme Elvis Gratton à la plage avec ses cassettes de baseball. Là, que... il écoute la F1 aussi. Il écoute la F1. Il sans dans à la pêche. Oui, c'est vrai. Je t'entends juste les chars. Connais-tu ça, Virginie, toi, Elvis Gratton, non? Je connais, mais je ne suis pas autant que vous, mettons. C'est un colon, on va dire ça. C'est un film culte à sa façon. Et non, c'était fou. Puis, je sais pas, mettons, moi, le championnat l'année passée, j'avoue que j'aurais aimé que ce soit Hamilton qui le gagne, mais bon, c'est pas arrivé. Grâce à Nicolas Latifi. D'ailleurs, je vais m'ennuyer de lui. Mais non, mais il mettait une épice, hein? C'est ça, c'était très. On savait pas c'est quand que ça allait s'arrêter, quand il allait pogner un mur. Exact. C'était quelqu'un, puis c'était pas comme. Il était pas antipathique comme Mazepin, mais il était aussi poche. Fait que ça faisait comme un petit piquant le fun dans les courses, je trouvais, mettons. Mais non, c'est ça, je te dirais que. Mais tu vois, la retraite de Vettel, j'ai été plus ému que je pensais. Je suis plus triste que je pensais de savoir que Sébastien ne reviendra pas en F1. Ça me dit. Ça a été ça a été mon premier pilote que j'ai vu comme arriver comme recrue, que j'ai tout suivi sa carrière du début à la fin, c'est en étant conscient à 100%. Là. Ça, on le vit des fois. Des fois, tu te dis, lui, je le voyais un peu, on savait que ça allait être le prodige, qu'il allait arriver, qu'il allait. Comme ça va faire quand Crosby va prendre sa retraite, que je l'ai vu, je suis allé le voir jouer junior, on voyait tout évoluer, puis à un moment donné, on va se rendre compte qu'il est entraîneur d'une équipe où je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais tu sais, c'est de voir la boucle se boucler pour lui. Là, c'était le premier comme gros pilote que j'ai vu ça, tout se passer au complet. Fait que là, ça a été bien émotif aussi. Moi, il y a son documentaire là, sur YouTube, je n'ai pas encore vu, là, que je voulais me mettre à l'écouter, là, mais je ne l'ai pas vu, je savais même pas. C'est une demi-heure, là, c'est One Last Time ou une affaire comme ça. Là. Je te le partagerai, là, mais ça dure à peu près 25 minutes, là, mais je ne l'ai pas encore vu non plus. Puis je pense que je ne suis pas prêt émotionnellement à l'écouter. Ah non, mais je te crois, moi aussi, c'est comme il y a, tu sais, mettons, bizarrement, un de mes pilotes préférés, ça a longtemps été Kimi Raikkonen. Ben, c'est pas très étrange, là, c'est quand même un champion du monde puis tout, mais quand Kimi est parti, ça m'a fait un côté comme quand Jaromir Jagr a pris sa retraite au hockey. C'est comme, il a tellement été là depuis longtemps, puis il a tellement été bon tout le temps que tu fais, il va rester là longtemps. Sûrement qu'Alonso, ça va faire ça aussi, même si je suis pas le plus grand fan d'Alonso, quoique, oui,
j'ai été fan d'Alonso quand il est arrivé chez Renault. Mais non, tu sais, c'est pas un gars auquel je suis attaché, mais ça va faire de quoi, c'est sûr. Mais Vettel, c'est parce qu'il était comme. Il s'est tellement métamorphosé, Vettel. Tu sais, quand tu y penses, il est passé de jeune prodige à champion, possiblement un des meilleurs de l'histoire, à il suit le destin de Schumacher chez Ferrari. Puis là, je ne sais pas s'il choque, mais tu sais, la saison, il me semble, c'est 2017, la saison que ça a super bien parti. Puis là, il s'est comme planté. Puis après, ça a plus bien été. Mais je trouve que, tu sais, il a fini sa carrière comme comme vraiment dignement. Ça aurait pu facilement là, finir laborieux avec Ferrari. Il aurait pu aller dans une écurie de scrap. Tu sais, bon, Aston, c'est pas la meilleure, mais il y a il y a quand même une organisation autour d'Aston. Il y a une volonté, il y a de l'argent. C'est pas des écuries comme à l'époque il y avait avec, comment ça s'appelait, là, ces Christy d'écuries-là, là, de genre l'écurie comme vaguement canadienne qu'il y a eu, là, dont j'oublie le nom, mais tu sais, comme, sais-tu, HRT, tout, Hispania, tu sais, ces écuries un peu de scrap, que ça sert à rien. Là, lui est allé, tu sais, il a fini ça noblement, puis je trouve qu'il a fini ça comme un genre de mentor de la F1. En donnant l'exemple avec les causes environnementales, puis tout ça, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une belle fin de carrière, Vettel. Puis je souhaite la même à Hamilton, en toute honnêteté. Il a été beaucoup perçu comme un genre de mentor là, auprès des autres. Ouais. Il y en a beaucoup qui se confiaient à lui, puis qui disaient justement que il apportait beaucoup à la F1, de même des choses qu'on ne voyait pas, que c'était juste des appels entre pilotes pour avoir des conseils ou des affaires de même, comme Ricardo. Je sais qu'il a full parlé avec Vettel par rapport à son futur en F1. Puis, il disait que c'était supposé être un appel de juste 5 minutes, ça s'est fini en plusieurs heures. Fait que, juste sa personnalité, surtout dans les dernières années, qu'est-ce qu'il apportait en F1 puis tout. Puis, donc, pour vrai, c'est. Ouais, je pense qu'il va vraiment manquer. Alonso, mettons, on peut comme le comparer, mais il n'est pas autant. On n'a pas comme cette petite attache qu'on avait avec Vettel, justement, qui était attachant, qui était impliqué. Alonso, il est vraiment comme. Je ne veux pas dire qu'il est plus compétitif, mais il n'est pas plus compétitif. Enfin, ces deux étaient compétitifs, mais on ressent qu'il est plus là pour la game. Puis, tandis que, mettons, Vettel, il était là, oui, pour la course, mais aussi pour les bonnes causes, puis changer des affaires dans la F1. Fait que j'espère qu'on va pouvoir le revoir peut-être dans pour prendre des décisions, des affaires de même, un poste plus général. Là. J'aimerais ça. Ça, tu vois, je suis vraiment optimiste par rapport à ça, dans le sens où ça ne m'étonnerait pas que ce soit en Formule E, mais comme je suis sûr qu'il va réapparaître parce que c'est trop une tête de course, ce gars-là, pour comme s'en aller de la course automobile. Puis il est trop intelligent, il veut pas, tu ne deviens pas quadruple champion du monde par chance, puis juste parce que tu as une équipe. C'est que tu as vraiment un intellect fort avec l'automobile, puis la course, puis la gestion, puis comme tu dis, c'est vrai qu'il a servi de mentor, fait qu'en plus, il est capable de transmettre son savoir. Fait que je suis à peu près convaincu que il y a assurément, à un moment donné ou l'autre, une équipe de F1 qui va vouloir l'avoir dans les parages pour aider à construire l'équipe ou en tout cas consolider les défauts, on va dire réparer les défauts puis consolider les forces de l'équipe. Mais je suis vraiment, vraiment convaincu. En fait, c'est ça qui a. Tu sais, je pense que quand tu as été champion comme lui, tu as comme gagné le droit un peu d'être en F1 jusqu'à la fin de tes jours, là, à titre d'analyste, consultant, je ne sais pas quoi, mais en tout cas. Honorifiquement. 100%. Ouais. Alain Prost. Alain Prost, mettons. Ouais. Donc, lui, je ne sais pas si. Mais Alain Prost, l'autre fois, je regardais ça en passant, là, puis, tu sais, il y a 4 championnats, mais il est 4 fois vice-champion du monde, fait qu'on n'est pas loin d'avoir un gars qui est passé proche d'être un genre au moins quintuple ou peut-être sextuple champion du monde. Puis on en parle rarement parce que ça a tellement été éclipsé par Schumacher, par Hamilton, par Vettel, par l'époque moderne. Les années par Senna, ben oui, t'as raison. Fait que, mais n'empêche que Prost, c'était un grand, grand pilote. Mais tu vois, lui, c'est un peu avant mon époque, fait que j'ai pas pu savourer. J'ai savouré les Prost, l'écurie. Ça, c'était bon. Ça, c'était... Il aurait fallu qu'il fasse des séries françaises. Ouais. Ça, c'était l'écurie française, 100% française. On voit ce que ça a donné. Fait que, là, en passant, je suis français, fait que j'ai le droit de le dire.
C'est ça. Il aurait dû faire aussi des séries télévisées dans ce temps-là, Ah oui. de voir un peu les dessous. Ben oui, Puis, oui, vas-y. justement, en parlant de séries télé, on voulait justement savoir un peu ton avis par rapport à l'émission Netflix Drive to Survive. Qu'est-ce que Ouais, tu en penses de ça? Parce que c'est vraiment mitigé, je pense, ouais. comme sujet. Mettons, même moi j'ai connu la F1 à cause de la série. Quand ça a Mhm. sorti, il y a quelqu'un qui l'a écouté puis qui m'a dit écoute-le, puis je l'ai écouté, je connaissais. Ben, je savais c'était quoi, mais vraiment, je connaissais pas grand-chose. Mes parents l'écoutaient plus dans le temps de Villeneuve aussi. Fait Ouais. moi, j'ai appris puis j'ai vraiment eu la piqûre grâce à ça. Puis ça a fait que je suis rendue dans le monde, mais en même temps, dans le monde de la F1, mais en même temps, ils font un peu de drama avec ça. Fait que, Ben des fois, oui, ça enlève le petit côté F1 qu'on aime là, ouais. en mettant ça comme du cinéma. Puis, fait que, on voulait savoir qu'est-ce que tu en pensais, toi, de cette émission-là, pour, Ben, contre. ben, tu vois, moi, tout, ben, je suis pas contre. Ouais. Fait que- Mais mais, il y a un c'est mais. ça, mais je suis un peu pareil. Puis même si, mettons, moi, ça m'a fait connaître, je suis pas Ouais. pour autant d'accord avec le fait qu'on cherche les pousses qu'il n'y en a pas, dans le sens que Surtout C'est ça. Norris on crée Ricciardo, des là, qui m'a histoires. Ben oui. comme. C'est L'événement, ça. puis le fait qu'il change les radios, mettons, là, il n'a pas dit ça à ce moment-là. On vient enlever un peu le Ouais. purisme C'est pour nous autres, mais pour monsieur, madame, tout le monde qui se mettent à aimer le sport, c'est bien parce que ça. Puis là, comme je disais à Virginie un peu avant, ben, ils font pour le tennis, ils vont faire pour le golf aussi. Là, on a vu Ah, la je savais pub pas. aujourd'hui. Tu verras, Félix Auger-Aliassime va être là-dedans, Nick Ah Kyrgios, ouais? ça va s'appeler Breakpoint, puis c'est les mêmes producteurs que Netflix. Fait que ça, c'est sûr que OK. ça amène de nouvelles personnes à l'écouter, mais aussitôt que tu es quelqu'un qui le sait, ben là, tu fais ah ouais, ça, tel commentaire radio, ça ça. s'est pas passé à ce course-là. Ouais. Il y a une chicane entre Norris et Ricciardo. Je pensais que c'était des bons amis, puis finalement, il n'y a pas Mais trop de beef, mais je comprends un peu qu'il essaie c'est de que, faire Mais du tu sais, drama. c'est ça. ouais. Non, mais Oh, dans le sens excuse. que tu sais, c'est ça, ils cherchent le drama. Puis, tu sais, des fois, nous, mettons, tu sais, c'est le fun d'écouter cette émission-là parce que ça nous donne les dessous. Puis, tu sais, Ouais. on est comme accro, fait qu'on veut tout le temps en avoir plus, mettons. Puis, tu sais, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette course-là, tu sais, comme dans les coulisses. Mais en même Ouais. temps, tu sais, tu veux pas non plus créer du drama où il n'y en a pas. Tu sais, c'est pas ça le but. Non. Mais il y a beaucoup de monde qui, tu sais, ils vont l'écouter justement pour ça. Puis, ça, moi, c'est ça que je suis comme, ça me Ben, chicote. Là. tu sais, moi, c'est ça, je suis un peu comme toi. C'est comme, moi, tant mieux le fait que ça popularise la F1. Tant mieux que quand mettons, j'étais ado puis que j'étais vraiment justement, que je suivais la F1, tu sais, je veux dire, fallait que je sois abonné à 3, 4 magazines pour vraiment me tenir à jour parce que, puis avoir des idées dessous puis tout ça, parce que t'avais pas YouTube, t'avais pas des Mm. analyses comme aujourd'hui. Puis c'était tellement hermétique la F1. Fait que moi, je trouve ça le fun de citer ça. Je suis 100% pour. Je suis 100% content qu'il y ait des nouveaux fans, qu'on puisse parler F1. Puis tu sais, d'une certaine façon, oui, je suis puriste avec la F1 parce que pour moi, c'est comme le sommet du sport à mes yeux, là, la F1. Fait que j'aime qu'on respecte ce sport-là. Euh, mais, non, mais sauf que je trouve que là où je vous rejoins, c'est ça, c'est l'espèce de dramatisation. C'est déjà assez Mm. dramatique comme ça, la F1. Oui. Une course, c'est déjà plein de drames, c'est déjà plein d'actes héroïques, c'est déjà plein de décisions qui marchent pas. Puis ils ont juste à suivre Ferrari cette année, puis ils vont bien voir à quel point ça peut être stressant une course. Fait il y a comme de quoi que je suis comme, on n'a pas besoin de créer une chicane entre Ricardo et Norris. Puis là, en plus, il avait fait ça avec Norris, puis il avait essayé de faire croire que Sainz et Norris, il y avait une rivalité. Puis tu sais, les gars, ils s'appellent, ils se postent encore en train de genre de Ouais. zoomer ensemble, là, comme, Ouais. même s'ils sont plus dans la même équipe. Fait que c'est sûr que c'était pas ça, mais fait qu'il y a cet aspect-là que je trouve très américain. En fait, je trouve que Drive to Survive, c'est comme vraiment euh, la F1 est américaine dans le meilleur et dans le pire sens du terme. Elle est meilleure parce que ça devient super spectaculaire, parce qu'on a accès aux coulisses, parce qu'on a une série qui est super bien faite, parce que, mettons, le calendrier, je trouve qu'il est assez bien construit. Après, c'est américain parce que, mais dans le mauvais sens du terme, parce que justement, ils mettent du drame où il n'y en a pas. Ils font des courses dans des places dégueulasses. Il y a des circuits, mais à chier, puis tu comprends qu'ils sont là pour l'argent. Fait qu'il y a comme un truc que je trouve que ça encapsule bien le dilemme actuel de la F1 Drive to Survive. C'est que oui, c'est plus accessible, oui, c'est plus spectaculaire,
oui, ça intéresse puis ça intrigue, mais en même temps, je trouve qu'il y a une essence de la F1 qui est pas dans Drive to Survive, puis qui est comme ils ont infusé du drame qui n'a pas rapport, puis ça finit par, je pense, mais ça, c'est vraiment une question que je me pose. Nous, on aime la F1, fait qu'on est capable de remettre Drive to Survive en perspective avec la saison qu'on vient de voir. On est capable de voir c'est quoi le rôle de telle personne dans telle équipe qu'on le voit apparaître à l'écran ou qu'on entend en commentaire, mais que quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne suit pas la F1, à quel point il est capable vraiment de distinguer tant que ça la saison de Alpha Tauri avec Alfa Romeo, mettons. Tu sais, je ne sais pas à quel point ça s'est transmis, cette espèce d'éducation de guillemets, là, mais cette espèce d'éducation-là de la F1. Je trouve que de ce point de vue-là, Drive to Survive, je ne suis pas sûr que ça remplit vraiment la coche de on est là pour parler F1, c'est-à-dire, comment dire, on parle F1, on fait aimer la F1, mais on n'est pas là pour faire comme connaître la F1 telle qu'elle est. C'est un peu ça mon problème, je dirais, avec Drive to Survive. Mais en même temps, je rate aucune saison. Limite, je prends congé quand c'est la première, puis j'embarque parce que c'est vraiment le fun de voir que la F1 s'ouvre après tellement d'années d'hermétisme. Fait que, tu sais, je suis pas contre, mais ça pourrait être meilleur. mais tu sais, en même temps, il ne faut pas non plus que ça devienne une genre de base sur laquelle, mettons, les personnes qui se mettent. Ben, tu sais, moi, j'étais un peu de même au début quand je l'ai écouté la première fois. Tu sais, les pilotes qui me montraient, tu sais, comment ils me montraient les pilotes, c'est le même que je les aimais. Tu sais, Ricardo, il nous le montrait comme le gars cool que tout le monde aimait, mais tu sais, au début, là, mettons, je détestais, tu sais, Horner puis Max parce qu'il le montrait de même, tu sais. Fait faut pas non plus que les gens qui embarquent là-dedans, tu sais, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils se fassent leur propre idée, puis tu sais, t'aimes ton pilote parce qu'il te rejoint, tu sais, pas parce qu'ils ont montré ça de lui à TV, genre. Tu sais, c'est sûr, comme, admettons, j'en parlais avec Émile, tu sais, tout au long de la saison, comme, quand il est arrivé l'histoire avec Max puis Perez, le drama, tu sais, je disais, tu sais, j'ai hâte de voir ça à Drive to Survive parce qu'ils vont rendre ça tellement, tu sais, ben oui, fait que je suis comme, on n'a pas besoin, tu sais, c'était déjà big comme situation, t'as pas besoin d'en rajouter puis de dire comme, ah, mais là, il est arrivé telle affaire de plus, puis ça, je suis comme, tu sais, c'est déjà, puis en même temps, c'est leur vie à eux, tu sais, Max, ça l'a quand même impacté que c'est arrivé, tu sais, on pourrait en parler de, tu sais, des pour et des contre de qu'est-ce qu'il a fait, mais reste que, mettons, tu sais, sa famille puis tout était impliqué là-dedans, c'est comme, tu vas pas aller rajouter ça dans la série pour comme amplifier ça puis que ça recommence, tu sais. Ben oui. Je suis comme, non, je suis d'accord. Tu sais, des fois, il y avait des vraies belles histoires comme celle de. Ben, des histoires vraiment intéressantes comme la pole de Russell. Puis on n'a même pas entendu parler une fois. Fait que, ben là, ça, c'était vraiment la meilleure histoire de la saison. Puis vous ne la montrez même pas. Comme moi, j'avais hâte de voir ce moment-là où, mettons, le moment où il est avec Mercedes. Puis tout. Il monte-tu dans Drive to Survive? Je sais pas, mais en tout cas. Un petit peu, pas assez. Un petit peu. Mais comme. Tu sais, je trouvais que ça, c'est ça pour moi, la F1. C'est des moments comme ça. C'est pas des fausses chicanes, puis on présente lui, c'est le méchant. Mais non, mais oui, tout le monde est un peu méchant dans F1, c'est pas grave, à part Sébastien. Mais sinon, lui, c'est le seul. Lui, il est correct. Mais ouais, lui, il est gentil. Mais non, c'est ça, je suis d'accord. C'est que, en plus, c'est ça, c'est que ça crée des idées que tu écoutes les Grands Prix, puis ça s'applique pas tant que ça à la réalité, les personnages qu'on nous donne. Fait que, mais ça reste hautement divertissant. Fait que ça, puis on voit les garages. Fait que ça, c'est quand même. Ça, je vais jamais renier ça. Exactement, l'accès. C'est ça, on en veut. Puis il y a aussi, au-delà du contenu de Drive to Survive, là, Beyond the Grid, puis les Tech Tuesday aussi, là, ils viennent expliquer chaque pièce d'équipement. On est rendu tellement avec du contenu additionnel, tu sais, dire, OK, mettons, l'aileron avant de la Mercedes a été modifié. Voici qu'est-ce qu'ils ont fait, voici qu'est-ce que ça peut donner, voici à quoi ça ressemble. Qu'on est rendu avec ça, vraiment poussé dans tu sais, avec tous les moyens aujourd'hui avec YouTube, entre autres. Là. YouTube, c'est un endroit incroyable pour suivre le sport automobile. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, Virginie parlait de Drive to Survive, on parle des États-Unis. Là, il va y avoir 3 grands prix aux États-Unis. Les Américains, ils ont leur façon à eux de faire les trucs, de s'approprier les affaires. Là, il y a le retour d'un pilote américain. Les États-Unis, quand ils font des choses, Virginie, aussi, on dirait qu'ils font des affaires un peu trop... C'est un peu comme on en parlait, c'est le fun que ça s'amène aux États-Unis, c'est proche de nous, mais en même temps, c'est pas un cirque, arrêtez de comme...
cinématographier toute la patente, puis tu sais, de rendre ça. Tu sais, moi, je suis pour qu'on garde ça classique comme c'est en Europe, mais on amène ça ici aux States. Ben, pas ici, mais à côté de nous autres. Puis, tu sais, mettons, Las Vegas l'année prochaine, Ah ouais, j'anticipe tellement, là, ça va être la folie, là. Ça va ben être oui. un vrai Ah ouais. cirque, là. Tout le monde Mais va être là, puis... avez-vous vu les images de promotion, tu sais, qu'ils ont fait rouler sur la strip avec les Ouais, drones, puis là, ouais. tu sais, ça va être ça. Puis déjà Miami avec la fausse marina, tu sais, il y a comme de quoi qui manque de goût, alors que je trouve que la F1, puis là, il y a bien des gens qui sont comme, ah ouais, c'est vraiment... Non, je trouve que la F1, il y a une élégance pour vrai en F1. Puis, Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est le fun qu'on le ramène au States que... Mais tu sais, là, pas exagéré non plus, là. C'est ça. non, puis c'est surtout que moi, ce qui m'inquiète avec le fait qu'il y ait 3 Grands Prix aux États-Unis, c'est dangereux pour le Canada parce que le Canada, pendant longtemps, c'était un peu considéré comme le Grand Prix nord-américain, c'est-à-dire que les États-Unis venaient au Canada. Mais là, s'ils ont 3 Grands Prix, puis qu'en plus, c'est un Grand Prix canadien, tu fais peut-être. Puis on n'a pas l'argent des Émirats, comme tu sais, il y a le Grand Prix d'Arabie Saoudite, le Grand Prix d'Abu Dhabi, puis le Dubaï, il me semble. En tout cas, tu sais, t'as comme. Puis à un moment donné, il y a eu le Qatar. Fait que bref, il y a plein de Grands Prix dans ce coin-là, mais eux, ils ont vraiment l'argent. Fait qu'ils s'en foutent. Ils vont juste payer ad vitam aeternam. Nous, on n'a pas ça. Fait qu'il faut qu'on ait quelque chose de plus. Puis là, quand tu arrives avec des Grands Prix neufs, dans des conditions modernes, moi, ça m'inquiète pour la pérennité du Grand Prix du Canada, en toute honnêteté. Là. Tu sais qu'aux États-Unis, ça va être super médiatisé. Tu sais que tu vas rentabiliser, tandis que nous autres, on rentabilise aussi, mais c'est peut-être pas autant que, mettons, Las Vegas, ça va apporter du monde, puis tu sais que ça va faire un vrai show, puis que c'est sûr que si on a à choisir, à part que les pilotes préfèrent piloter à Montréal, là, tu sais, j'imagine que tu choisis Las Vegas avant Montréal, à part le fait que les pilotes aiment bien conduire à Montréal. Là, mais... Ben, il paraît. Là, le son, il est-tu correct? Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Okay. Parfait. Mais non, mais c'est ça. Je pense que le Grand Prix de Montréal commence à rentrer dans la catégorie Grand Prix classique. Évidemment, c'est pas Monaco, mais va commencer à entrer dans cette espèce de catégorie où ça va pincer si on l'enlève. Mais n'empêche que j'ai vraiment. Moi, je sais pas à quel point je sais pas, je sais pas à quel point le Grand Prix est encore populaire. Il paraît que oui, auprès des pilotes puis des équipiers puis tout ça, mais c'est parce que quand on disait ça, mettons, en 2005, c'était que, mettons, le Grand Prix d'Indianapolis qui succédait de mémoire à Montréal, ça se passait dans un champ. Il y avait plein de Grands Prix que la course était peut-être correcte, mais c'était vraiment poche où ça se passait en termes de juste géolocalisation. Alors qu'à Montréal, tu es au centre-ville, il y a une ambiance, surtout dans le temps, c'était fou l'ambiance au centre-ville. Fait qu'il y avait comme de quoi que c'est sûr que c'était le fun. Là, je sais pas, tu fais un Grand Prix à Las Vegas, là, je veux dire, Montréal n'est pas Las Vegas dans tous les sens du terme. Pour le meilleur et pour le pire. On n'est pas Miami non plus, on n'est pas Abu Dhabi. Fait il va vraiment falloir trouver une façon de prouver notre importance pour la F1 pour rester parce que l'argent, puis disons, les installations, à un moment donné, ça va arriver au bout, là, selon moi. Puis c'est ça qui est inquiétant. Puis on n'a pas la culture du sport automobile si développée pour que ça soit une priorité. À chaque année, quand ils parlent qu'ils ont financé quelque chose au Grand Prix, il y a toujours des débats sur on devrait arrêter, il ne faut pas faire ça, l'argent pourrait aller ailleurs. Puis d'un fait, je suis assez d'accord. C'est vrai que l'argent pourrait toujours aller. C'est sûr, mais en même temps, c'est un événement que je considère comme historique au Québec là, depuis, mettons, les 30 dernières années, on va dire. Je trouve que c'est un événement qui a son importance, puis qu'on est chanceux d'avoir ça. Fait que pourquoi on ne ferait pas attention à ça? Ça, c'est une des questions que je me pose des fois quand j'entends les arguments. C'est ça, on se le disait, moi, Virginie, cette année, quand on y allait, on part en voiture 2 heures, on arrive au Grand Prix. Les gens qui habitent à Vancouver, ils n'ont pas la même proximité que nous, on a. Exact. Nous, on est chanceux d'avoir, c'est un événement de l'ampleur. Toi, tu prends le métro puis tu te rends là-bas facilement. Ouais. Mais nous, c'est pas long. On est chanceux au Québec d'avoir ça. Même les gens de Toronto, ils n'ont pas cette chance-là. Les gens de New York n'ont pas cette chance-là d'être à une proximité, être aussi en belle proximité de ça que le Grand Prix. Est-ce que tu es allé cette année? Tu y vas-tu de temps en temps?
J'ai pas été cette année. Ouais, j'y vais assez régulièrement, mais pas toujours pour la course. Moi, ce que j'aime le plus à Montréal, c'est les qualifs. Parce que c'est là où tout le monde pousse la main. Parce que Montréal, c'est pas un grand prix, je trouve, qui est le fun pour le dépassement, mais c'est un grand prix qui est tout le temps riche en rebondissements, par contre. Puis c'est souvent le grand prix des premières fois à Montréal. Fait que je trouve ça le fun de voir les qualifs parce que c'est un circuit qui est assez rapide, qui est très technique, qui est très exigeant pour les freins. Fait qu'il faut quand même être bon. Puis les autos, je trouve qu'elles sont le fun à regarder à Montréal parce que tu les vois comme zigzaguer puis tout ça. Mais moi, j'habitais tellement proche, tu parlais de proximité, j'habitais tellement proche quand j'étais arrivé à Montréal de l'île Notre-Dame que j'entendais les autos courir comme. Ouais, puis que j'étais tellement. Je suis resté plus longtemps que j'aurais dû dans cet appart-là à cause de ça. Parce que j'aimais pas l'appart, mais j'étais comme, ouais, mais j'entends la course gratuitement. Puis j'étais tellement fan de F1 que j'étais capable de distinguer les transmissions puis tout ça. Genre, j'étais comme, oh, je pense que ça, c'est une Ferrari. Ouais, puis là, tu sais, mettons, je regardais, puis ah oui, c'était à cette heure-là, il y avait une Ferrari. Fait que je ne l'avais pas 100%, là, tu sais, ça, je veux le dire, là, mais j'étais vraiment proche, puis c'était comme quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. Entendre la F1 au loin, je trouvais ça vraiment, je sais pas, qu'il y avait quelque chose de poétique quasiment là-dedans, en tout cas de charmant, assurément. On parlait tantôt de gentil puis de méchant. Ouais. Christian Horner puis Max Verstappen, je pense pas que c'est tes préférés. On s'en est parlé un peu quand on s'est parlé par écrit. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? D'où ça vient le fait que tu les aimes pas trop? Là? Moi, cette année, c'est sûr que j'ai des moments que je les ai moins aimés, là. Mais Austin, quand le mécanicien a raté l'arrêt au puits, puis Max, il criait après le mécanicien, j'étais comme, ouais, je sais pas s'il y a une belle attitude. Ben, c'est ça. Mettons, si on divise en deux. On va commencer par le cas Max Verstappen. OK, t'es bon, Max. Ouais, formidable. Tu vas sûrement être un quintuple champion du monde. OK, sûrement, super. OK, t'as tout brûlé. Wow! Exceptionnel, Max. Mais t'es-tu obligé d'avoir une attitude de marde, puis de vraiment oublier ta propre médiocrité dans le sens médium, oublier que comme tu es normal aussi. Il y a ça que j'aime pas, c'est qu'il y a un côté comme, le mot anglais, c'est entitled un peu, là, le côté genre, il y a ça que j'aime pas. Je déteste son attitude avec les garagistes. Quand il crie, quand il sacre après eux, je trouve que c'est vraiment pas digne d'un champion. Puis, t'es en F1. En F1, là, la moindre erreur, c'est télescopé, c'est exposé en 10, la moindre erreur, parce que c'est tellement du haut niveau que tu n'as pas de marge de manœuvre. Fait que nécessairement, sur une saison, quelqu'un dans une équipe de centaines de personnes va faire une erreur. Toi, le premier, Max. Mais ce que j'aime pas, c'est que je sens pas que le dialogue est comme à double sens. Je sens que lui crie et qu'on n'a pas le droit de lui crier après. Chose que j'aime pas. L'autre chose, c'est que son style de pilotage, honnêtement, je le trouve vraiment plate. Mais ça, c'est juste parce que moi, j'aime les gens, je sais pas, j'aime les gens comme matures et intelligents, mais qui savent, un peu comme Kimi, un peu comme mettons, Hamilton aussi. Ils ont été intempestifs au début de leur carrière, ils ont été là, un peu casse-cou. J'aime ça, mais j'aime quand cette témérité-là est maîtrisée. Puis Max, là, il commence à la maîtriser, mais il reste que je trouve que il est plate. Il est juste plate. Il n'est pas intéressant en entrevue. En plus, quand il parle, il se dit, il n'oublie pas de dire qu'il est bon, chose que je déteste. Il n'est pas beau, mais ça, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Après ça, on dirait, Mick Schumacher n'a jamais eu cette attitude-là. Ouais. Dans le sens où c'est le fils de George Verstappen. Fait que là, il y en a qui sont comme qui? Exactement mon point. C'est pas la noblesse de la F1, là. Comme, non, oublie ça, là. Yost, il jouait il roulait pour Arrows, puis on l'oubliait après 2 tours, puis on le revoyait le Grand Prix suivant. C'est pas. Fait que, OK, bravo, comme t'es vraiment bon, mais juste, sois pas désagréable. Il est perpétuellement désagréable. Il gagne, il n'a pas l'air content. En fait, il a l'air que ça lui est dû. Ça me gosse.
Ça, c'est vraiment quelque chose où que je peux pas reprocher ça, mettons, à Leclerc. Je peux pas reprocher ça à personne, je trouve, sur le plateau, sauf lui. Tout le monde gagne, tout le monde a l'air. Même Hamilton, quand à la fin, je trouvais qu'il gagnait beaucoup, on va dire l'année passée, il y avait de quoi que tu le sentais qu'il était content, mais pas d'avoir gagné la course à la pièce, mais parce que c'était sa légende qui s'écrivait, puis il y avait comme un côté yes, une de plus, une de plus. Mais lui, c'est juste comme ben, tu as gagné 2 championnats de suite, c'est exceptionnel. Tu as eu une année record, oui. Fait que je peux pas. C'est ça le point. Je peux pas. D'un point de vue sportif, je peux rien dire contre Max. C'est vraiment le point de vue, mettons, image, attitude, personnalité, ça clique pas. Puis il est en équipe en plus avec Christian Horner, qui est l'autre que j'haïs pour mourir. Non, mais c'est parce que Christian, là, on va être honnête, bravo. Il a monté Red Bull. Ça, là, oui, un peu comme Max. Wow! Comme vraiment, c'est quoi, 6 championnats du monde à peu près, Christian Horner qui a eu? 6. OK, puis je sais pas, une centaine de victoires à peu près, là, combinées. Ou en tout cas 80 quelques, là, facile. 80, pas loin de 90. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de directeurs d'écurie qui ont ça. Puis j'aime Christian, je l'aime parce qu'il me touche à quelque part, parce que c'est un pilote raté. Puis, il s'est rattrapé, puis d'une certaine façon, il a gravi les échelons, il a fait du rallye, il a fait des trucs de même, mais je trouve que là, il est vraiment rendu comme prétentieux puis cocky, là, comme même qu'il est rendu. Il est rendu comme Flavio Briatore dans les mauvaises années de Flavio. Ben, il n'y a jamais eu de bonne année Flavio Briatore au point de vue personnel, mais je veux dire, il est rendu comme Flavio Briatore quand Renault dominait, mettons, en 2005-2006 à peu près. Là, avec Alonso. Qu'on a droit de vie et de mort, que mon opinion, c'est la vérité, que mes idées, ça devrait être appliqué, que. Puis là, ça, j'aime pas ça. En plus, il sort avec Jerry Halliwell, fait qu'il y a de la grande jalousie de mon côté, puis c'est pas négligeable. Puis il habite à la campagne anglaise. Fait que ça, c'est 2 affaires que je jalouse énormément, mais en soi, je trouve. Mais sauf que c'est ça, d'un point de vue sportif, tu sais, je veux dire, il a été capable d'aller chercher Adrian Newey, ce qui est quand même un coup exceptionnel. Il est quand même capable de monter une équipe incroyable. Red Bull, à chaque année, c'est eux qui ont, tu sais, dans les changements au puits, c'est eux, je trouve, qui sont les meilleurs, les plus performants. C'est eux qui gèrent le mieux la course. Mais il y a comme une attitude de Dieu qui parle que, genre, vraiment, je déteste. Tu sais, Jean Todt, même dans les pires années, ben là, tu vas me dire que c'était peut-être pire parce que il y avait la même attitude, mais c'est juste qu'il a caché. Fait que peut-être c'est plus hypocrite, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de le fun avec le fait qu'il était pas. Il était plus discret, on va dire. Puis, en plus, Christian Horner, il fait des posts Facebook, Instagram que tu fais. Mais t'es-tu un influenceur du web, là? Qu'est-ce que tu fais, là, comme à te poser sur ton tracteur? Ça m'intéresse pas. Moi, je veux savoir ce qui se passe dans l'équipe. Je veux pas savoir ce qui se passe dans ta cour. Fait qu'il y a comme ça aussi que ça ne me dérange pas qu'il existe, mais comme j'ai hâte que j'ai hâte que Max frappe un mur, en toute honnêteté. Pas au sens propre, mais mettons au sens métaphorique du terme. Quoique, en F1, ça se confond souvent, mais genre j'ai vraiment hâte qu'il vive une vraie difficulté. Tu sais, un genre de passage à vide comme Hamilton cette année ou un Vettel avec Ferrari ou un Alonso avant son retour quand il est parti de McLaren. C'est un moment où ça a tellement bien été tout le long. C'est là que tu vois l'abnégation d'un pilote. C'est là que tu vois sa capacité et sa compétence à repartir la machine, à créer comme... Parce que c'est ça, les vrais grands pilotes, c'est des excellents mécaniciens puis c'est des super tacticiens. Fait que j'ai hâte de le voir confronté dans la difficulté. Puis c'est là qu'on va voir, pour moi, si c'est un pilote digne de la réputation qu'il a l'air de proposer. Je sais pas si je parle beaucoup, hein, je suis désolé. Ben non, il n'y a pas de problème, mais c'est pour ça qu'on t'invite. J'en ai long à dire sur Max. Là. Ben, je vais amener un sujet que tu vas en avoir long à dire parce que, comme je te dis, je suis un fan de Deux Princes, je vous suis. Ouais. Puis tu parles beaucoup d'habillement, tu es un gars qui aime la mode, tu aimes les vêtements. Moi, je tripe aussi ces souliers puis ces affaires-là. Là, je te comprends avec tes Air Jordan et tout ça, on voit en arrière. Mais le pilote est mieux habillé. Est-ce que tu aimes le style de Lewis? Est-ce que tu aimes plus classique? C'est qui que quand tu les vois dans les galas? Je t'ai envoyé une photo justement de Max et Christian avec Kelly entre les deux qui semble un peu mal à l'aise, mais y a-tu un pilote que tu... Avec raison. Tu te dis...
Il est bien habillé. Moi, j'aime beaucoup. Hamilton, j'aime ses propositions. Après ça, je porterai rarement ce qu'il porte, mais j'aime la proposition que. On y va. Vas-y, hey, t'as gagné cette championnat, Lewis. Habille-toi comme tu veux, là, ça me dérange pas. Puis en même temps, il y a vraiment une vraie recherche chez Lewis que j'aime. Après ça, c'est ça, je ne m'habillerai pas de même, mais je comprends la démarche. Mais mettons, il y a beaucoup de pilotes que je trouve plates. Que, tu sais, mettons, Stroll, il est plate. Ben, c'est sévère, là, comment je le dis, mais je parle en termes de style. Ouais. Mais mettons, moi, je suis un gros fan de Lando Norris. Je trouve que c'est toujours le fun, ce qu'il propose. Il fait de la merch qui est vraiment le fun. Quand il s'habille, il y a tout le temps un côté qui est parfaitement habillé pour la situation. Lui, je pense que Norris, ça serait mon premier choix. Hamilton, c'est lui le plus fashion. Max, s'il pouvait s'habiller avec des jeans, genre, trouvés dans une friperie, sûrement qu'il le ferait parce qu'il n'y a pas de look, puis il n'y a pas de style, puis anyway, il n'est pas beau, fait que ça ne changerait rien. Gasly, Checo, ben là, Checo, c'est ça, c'est qu'ils ont tous pas de swag, les gars, je trouve. Leclerc, il y a un petit. Ah! L'autre fois, j'ai vu une photo de Sainz. J'ai pas haï, mais Sainz, c'est pas mon meilleur, mais en tout cas, j'ai pas haï. Mais les deux gars de Ferrari sont quand même bien habillés en général. Ça, je vais le donner. Ils ont du goût. Puis mettons dans les. Tu sais, ça se manifeste beaucoup par les casques. Oui! Bon point. Russell, il a comme une élégance à l'anglaise, c'est vrai. Quand il porte des vestons, c'est toujours des vestons bien coupés, puis tout ça, t'as raison. Ouais. J'avais pas pensé à George. Mais je te dirais que les Britanniques, c'est là que ça se passe pour moi niveau look, puis comme je fais attention à ce qu'ils portent, là, pour voir. Mais mettons, Ocon, je trouve qu'il s'habille mal. Gasly, je trouve qu'il s'habille mal. Gasly, je pense, l'autre fois, je l'ai vu porter des jeans serrés avec des trous, puis tu sais, un peu blanchis, là, t'es comme... C'était pas beau en 2012, là, fait que oublie ça en 2022, là. Qu'est-ce que tu fais avec tes souliers blancs en plus, puis tout, mais j'en ai, là, mais c'est pas ça, mais dans le sens où, comme, mixe pas les deux. Puis, mais je pense que Latifi, c'est mon héros. Latifi, toujours bien habillé. Lui, là, il porte le chandail de perdant comme personne. Loser 0-0. Il aurait dû changer son numéro pour 0-0 pendant la saison. Le numéro 0. Ouais, les casques, tu voulais parler des casques? Oui. Ben, ça, c'est une affaire que je trouve le fun, c'est que, mettons, ça fait pas longtemps, mais jusqu'à il y a pas longtemps, le casque, tu sais, ça restait le casque, à moins là, d'une affaire vraiment spéciale. Mais là, j'aime vraiment la culture du casque qui change à chaque semaine ou presque, tu sais, parce que, en fait, je trouve ça le fun que les pilotes s'en servent comme moyen d'expression, mais de leur personnalité. Tu sais, puis à ce chapitre-là, je trouve que définitivement, Ricardo, c'est le champion de toute catégorie des casques vraiment cool avec Norris. En fait, mais le duo McLaren a toujours les casques les plus cool. Puis j'ai été très touché. Ben, Vettel, j'aimais qu'il gardait toujours son espèce de drapeau allemand, mais qui le teintait en fonction soit d'un événement, soit d'une cause ou bon. Puis, tu sais, son dernier casque avec les photos des fans, j'ai vraiment failli mettre ma photo. Mais j'étais comme trop gêné. On aurait dû mettre nous trois ensemble. C'était cher aussi. Mais on aurait payé à trois. Mais c'est ça, mais ça doit être quand même cher, là. Oui, mais c'est des enchères, en fait. C'est ça, c'est des enchères. Ça partait à... Ouais, ça partait à quelque chose comme 50 €, puis comme en dedans de 3 jours, c'était rendu 300 € pour le carré le plus loin qu'on verrait jamais. Mais j'étais vraiment... j'y ai pensé pour vrai, de vrai, comme avoir ma photo, mais c'est pas... Tu sais, je l'ai aimé, Sébastien, mais c'est pas, mettons, comme Jacques. Tu sais, Jacques, ça, j'aurais zéro hésité, là, 0-0, mais... ou Latifi, parce que je rappelle que mon pilote préféré, c'est Nicolas. Tu dois être déçu, là. Je sais pas ce qu'il va faire. Ah oui, non, ça me fait de la peine qu'il soit pas là. En Formule 1 ou je sais pas ce qu'il va aller. Je sais pas, mais je vais le suivre jusqu'à la fin. Donc, ma dernière question que je vais poser, c'est quel pilote serais-tu? Mettons, tu as tous les choix. Ça peut être un qui est en retraite. Si tu veux être un pilote retraité aussi, ça peut être ton choix. Mais mettons que tu as le choix de toutes les personnalités défunts. Tu pourrais être lequel? Tu veux-tu être le Charles Leclerc fraîchement séparé, qui a toute la vie devant lui et de l'argent? Moi, il est séparé, là? Oui, il vient juste là. Ouais. Il vient juste de se séparer. Ça fait-tu 4 jours, Virginie? Non, ben là, peut-être une semaine. Une semaine, peut-être. Il y a eu, son ex a fait un post sur les réseaux sociaux, fait que là, il est libre.
Fait que notre grand. Oh, wow! Hey, ça, c'est, comme on dit, hein, ça, c'est Most Eligible Bachelor, pilote de Ferrari. Il habite à Monaco. Ouais. Je sais pas, là, je trouve C'est que toujours c'est beaucoup champion. de cases sur Tinder. Ben non, mais comme il va être champion dans pas longtemps. C'est ça. Moi, je trouve que être une fille, je checkerais Charles. En plus, il n'est pas laid, Charles, là. Eh oui, Fait hey. que... Non, mais ça court, là. Quand ils ont affiché leur séparation, là, moi, je voyais plein de vidéos de filles qui se disaient On my way to Monaco. Genre, tu sais, les enfants dans le même, là, ça pleut, là. Il en manquera hein? pas. Il en manquera pas, lui. Je pense qu'il va être correct. Je pense pas. Ouais, moi aussi, je suis pas mal sûr. Quand tu invites quelqu'un, hey, on se voit-tu en fin de semaine ou à Abu Dhabi, je vais conduire une Ferrari, inquiète-toi pas, là, ça va être le fun. Je pense que c'est gagnant pour moi. Moi, ça, c'est n'importe quelle date, j'embarque. Même si, en tout cas, même si c'est, mettons, avec quelqu'un qui est dans ma propre famille, je vais aller en date si c'est pour être dans les garages de Ferrari. Je vais l'accepter. Mais mettons un pilote que je serais. Parce que la question, c'est-tu que j'aimerais être ou que je serais, mettons? Que tu aimerais être. Ben, tu pourrais celui qui te ressemble, okay. que tu trouves qui te ressemble le plus aussi, ça peut être ça. Il y en a-dessus, tu penses? Ben, OK. Ben, je pense que j'ai une réponse qui ne va pas être satisfaisante. Mais mettons, je pense que si j'étais un pilote, je serais comme un genre de Raikkonen, c'est-à-dire, ou un genre de Lauda, c'est-à-dire un pilote très calculateur, dans le genre, je vais rester en 5e position pour être sûr d'assurer mon affaire au championnat. Mais en vrai de vrai, j'aimerais être ça, Gilles. Là. J'aimerais être un genre de pilote fougueux, un genre d'Ayrton Senna dans ses grosses années, là, mettons, à Monaco en 88 ou en 89. Ça, j'aimerais vraiment ça, être un pilote fougueux. Mais là, ça, ils sont décédés les deux. Mettons, dans le plateau moderne, je pense, en toute honnêteté, je serais sûrement un Mazepin poche. Ça, c'est parce que je suis pas bon. Fait que ça, c'est moi, je serais ça, j'aurais la compétence, je serais en dessous de Mazepin, ça, c'est sûr. Fait que ça serait moi. Mais mettons que j'ai une compétence, je pense que j'aimerais ça être Russell ou Norris. Je trouve que Norris, il a l'attitude que j'aurais si j'étais pilote. Je serais sûrement Norris parce qu'il est super bon. Personne nie son talent, fait qu'il est respecté. Il est super drôle. Il y a vraiment un côté en plus, il conduit une McLaren, fait que ça, c'est un plus. Puis j'aime le fait que c'est un projet Norris. Il est constamment en train de travailler. Tu le vois que ça s'en vient, qu'il pousse, qu'il travaille. Fait que ce côté-là, je pense que ça serait ça que j'aimerais être. Ouais. Pour répondre à la question définitivement, ça serait Gilles mort ou Norris aujourd'hui. Ou en fait, réalistement, Mazepin -20. Ça serait un mix de tout ça. Pilote d'essai. Tu serais pilote d'essai. Comme Thomas. Ouais. Thomas serait, de ce que j'entends que Thomas Levac conduire, il serait en Formule. Oh non, Thomas, faut. Non, Thomas, faut pas qu'il conduise, point. En fait, Thomas, je pense qu'il pourrait être recruté par une cellule qui veut faire un attentat, puis l'attentat, c'est Thomas qui conduit. Est-ce qu'il réussirait à atteindre la cible? Mettons que ça serait un camion. Hein. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il serait capable. Ah, c'est tout le temps drôle quand vous parlez de ça, ça me fait vraiment rire. Ah, il est tellement poche, là. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas qu'il est poche. C'est que le niveau de conduite d'un gars, tu sais, qu'on apprend à conduire autour de 16-17 ans, fait il y a les capacités d'un gars de 17 ans, mais dans le corps d'un gars de 30 ans, dans un char de gars de 30 ans, fait que c'est vraiment pas rassurant tout ça, là. Mais ouais, je pense que Thomas pourrait pas. Thomas, en fait, pourrait être Naren Karthikeyan. Toi, tu fais qui? Et voilà mon point. C'est ça. On ne sait pas qui tu parles, mais ouais. ça serait personne, en fait. Puis, non, vous regarderez aussi, il me semble que c'était Patrick Fissacher, un pilote autrichien qui est arrivé 6e au Grand Prix des États-Unis de 2005, le Grand Prix à 6. Fait que dans un Grand Prix à 6, il a trouvé moyen d'être dernier, mais pas qu'un peu dernier. Là. Dernier après deux. OK, il était 6, il a fini 6e. Ah oui, non, il était à chier, là, mais il a fait 2 courses. Il est quand même un peu hors circuit, lui, mais Thomas serait ce gars-là sûrement.
Sûrement. Merci infiniment, Philippe Audrey, Larry Saint-Jacques, d'être venu à notre émission. On est très Ben, ça fait contents. super plaisir. Ça nous a fait très plaisir de te parler. Fait que tout le monde, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, allez réécouter les précédents épisodes. Suivez-nous sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Virginie qui est rendue la king de Twitter. Là. On s'appelle. Hey, j'ai un problème de Twitter. Ah ouais? C'est ça. Ouais. Ah, mais je vais t'appeler parce que j'ai beaucoup de problèmes de Twitter. Il n'y a rien qui marche sur mon Twitter. Pourtant, j'ai comme 7 abonnés. Là. Ça devrait pas être un gros problème, mais quand même. Ouais. Oh là là. Fait que Mais merci infiniment. Ça fait super plaisir. Merci de l'invitation. Ouais. Puis, bonne saison à tout le monde en passant. Là, la prochaine, ça va être sûrement plus le fun que la dernière, j'ose croire. Ouais. Ouais, parce que Mercedes s'en vient. Mercedes, Aston Martin, comme je pense que là, c'était l'année d'apprentissage, puis on va arriver à une année un peu d'éclosion puis de déception. Fait que, ça passe ou ça casse pour Ferrari, ça passe ou ça casse pour Red Bull, ça passe ou en tout cas, soit que Red Bull continue à forger, soit que Mercedes revient dans le plateau. Ça va être vraiment excitant comme saison, a priori. Les cartes sont déjà le fun. Fait que j'espère que tout le monde va avoir du plaisir. Ouais. Yes. Qu'on soit au courant de ça. Merci beaucoup à tout le monde. Puis bonne soirée. Bye. Merci bien. Bye.